Bonjour à tous, vous êtes dans le Berger et le Vieux Père, moi-même Barberiche, toujours accompagné de mon acolyte. Le Vieux Père, on est là. Comment tu vas? Et toi, ça se passe? Ouais, ça va, ça va. Tranquille. En plus, on a de bons retours sur les épisodes. Ouais, donc, les Kadama, il tourne pas mal, c'est bien. ouais, et les autres aussi, donc c'est cool. Chaque semaine, un invité. Là, cette semaine, on a un invité de choix. On a notre grand, notre professeur. Aïe, aïe, aïe. Driver, comment tu vas? Bien ou quoi, les gars? La forme? La récré. C'est la récré, c'est là, un bout de la récré. C'est un petit bout de la récré. En plus, il y en a beaucoup qui nous demandent le retour de la récré. C'est pas d'actualité, mais qui sait? Voilà. Donc là, on est dans le Vieux Père, et le Berger, ou le Berger et le Vieux Père, peu importe. Okay. Le concept, 5 questions. 5 pour Booba, 5 pour moi. Ok. Mais avant de te poser les questions, j'ai besoin que tu fasses le serment de dire la vérité, d'être sincère, honnête et surtout sans langue de bois. Je lève la main droite et je dis je le jure. Je le jure, je le jure. C'est difficile de se dire qu'on va cuisiner notre prof. C'est compliqué ça. Hein. C'est compliqué. Allons-y. Dans l'industrie, Ouais. on s'attribue ou on donne trop facilement à mon goût le titre de légende. Ouais. Pour toi, c'est quoi une légende? Et toi, est-ce que tu te considères comme une légende? Alors, je vais répondre à la première question. Pour moi, une légende, c'est quelqu'un qui a un impact sur beaucoup de monde. Maintenant, malheureusement, je ne peux pas quantifier. Je ne peux pas dire beaucoup de monde combien c'est, mais sur beaucoup de monde. Parce que si c'est une légende que pour toi, c'est pas vraiment une légende. C'est ton artiste préféré ou ton média préféré ou ton beatmaker préféré, peu importe de quoi on parle. Mais pour moi, une légende, c'est quelqu'un qui a un impact sur énormément de monde. Je vais prendre un parallèle avec le football. Si tu regardes l'histoire du LOSC de Lille, Eden Hazard, c'est quelqu'un. Maintenant, si tu prends le football en global, non. Maradona, c'est quelqu'un. Pelé, c'est quelqu'un. Zidane, c'est quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des légendes. Donc, faut pas confondre. À un moment, tu vas prendre quelqu'un qui a eu un impact sur ta vie, tu vas dire c'est une légende. Non, c'est quelqu'un qui a eu un impact sur ta vie. Il faut qu'il ait un impact sur beaucoup plus de monde pour devenir une légende. Et en ce qui me concerne, moi, je suis pas une légende. Je me considère pas comme tel. Et ça m'arrive très souvent de croiser des gens qui disent « Driver, ça va, t'es une légende ». J'ai pas envie de débattre, de dire « Non, je suis pas une légende » et ça va durer une demi-heure. Je dis merci, mais en vérité, pas une seule seconde, je me suis considéré comme une légende. Mais c'est un truc de fou ce que tu es en train de me dire, parce que, tu vois, et on a déjà eu cette discussion-là, toi et moi en off, c'est que toi, tu as l'humilité de dire que tu n'en es pas une, mais il y en a qui le sont pas, mais qui disent qu'ils sont. Ils le sont. Ouais, après c'est... Là, je vais te parler du milieu du rap. C'est un milieu quand même où faut avoir de l'ego. Si tu veux exister, si tu veux être vu et tout ça, machin. Donc, il y a des gens qui arrivent en disant je suis le meilleur. Mohamed Ali, dans la boxe, c'est le premier à avoir mis ce truc de GOAT. I'm the greatest of all time. C'est lui qui a dit je suis le GOAT, tout ça. Nanana. LL Cool J, il a repris ça dans le rap américain en disant ouais, je suis le GOAT du rap, tout ça, machin. Et après, on a entendu plein de GOAT. Tous les jours, ouais, lui, c'est un GOAT, c'est tout ça, machin. Non, le meilleur de tous les temps. Il n'y a pas des meilleurs de tous les temps. Mais dans le rap, c'est l'ego trip, en fait. Tu viens, tu dis, c'est moi le meilleur. Et moi, je suis d'accord avec ça. Tu vas pas dire, je suis le troisième, je suis le quatrième, truc. Tu viens en disant que tu es le meilleur. Mais par contre, va falloir le prouver quand tu dis ça. Ouais. Donc, ouais, il y a des gens qui disent je suis une légende, ouais, je suis une légende et tout, qui le disent eux-mêmes, mais moi, je mets ça sur le compte de l'ego trip. Et puis, des fois, il y en a qui sont vraiment des légendes et qui le disent. Mais moi, non. Ouais, mais là, tu parlais des artistes eux-mêmes, d'accord, qui se regardaient dans un miroir et qui se disaient je suis une légende ou pas. Mais tu vois, la question aussi, je pourrais la renvoyer aux médias, aux journalistes, tu vois, qui mettent le sceau de la légende à parce que n'importe qui. Média rap aujourd'hui, c'est quasiment devenu comme être rappeur. Il y a de la concurrence. Tu veux qu'on te regarde plus que les autres. Donc tu t'affirmes comme un rappeur. L'ego, moi, je suis le meilleur.
viens, tu veux le meilleur média, tu veux la qualité, viens chez moi, c'est meilleur que les autres. Donc il y a des gens qui bombent le torse en disant, ouais, nous on est légendaires. Pas eux. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas eux. Va pas chez eux. Ouais, mais les médias, les médias qui, eux, pointent des gens en disant, eux, c'est des légendes, alors que c'est pas des légendes. Ah, ok. Ouais, mais après, il y a un côté très subjectif, en vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a les médias, c'est pas des robots. C'est des humains qui écoutent des choses, qui aiment des choses, qui grandissent avec des choses et qui ont décidé, lui, c'est mon rappeur depuis que je suis petit, même avant d'être un média. Moi, j'étais à fond sur ce rappeur, je vais l'imposer. Je vais dire que c'est lui. C'est une légende. Alors que peut-être c'est pas une légende. C'est ce que je disais au début. C'est juste ton rappeur préféré à toi. Mais eux, maintenant qu'ils ont un pouvoir, ils disent non, je vais l'imposer. C'est lui le meilleur. Allez, écoutez, je vais parler de lui à chaque émission et tout ça, machin. Mais c'est la sensibilité de chacun. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent qu'un média, ce soit un truc sans cœur, quoi. C'est genre juste tu donnes l'information. Non, en vérité, chacun a ses goûts. Et que quand tu vas interviewer un mec dont tu n'apprécies pas spécialement la musique, tu vas pas être aussi enjoué que quand tu fais l'interview d'un mec que tu apprécies ou qui est ton rappeur préféré. Ça va se voir. Mais est-ce que c'est mauvais? Non, c'est humain. Mais Driver, au vu du fait que toi, tu es le seul à bénéficier de ce statut-là, en France. Quel statut? Le statut de... En fait, je rebondis sur le fait qu'il y en a certains qui estiment que tu es une légende, tu vois. Ok. Toi, tu es le seul à avoir ce statut-là par rapport au fait que tu viens d'une autre époque. Je veux dire, et que tu es encore là aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu du statut que tu as, est-ce qu'on peut pas te considérer comme une légende? Ouais, je sais pas. Moi, c'est trop lourd à porter, ça, le mot-là, légende. Là. Moi, j'en veux pas, en vrai. Mais, Booba, il traverse le temps. Rimka, il traverse le temps. Est-ce que c'est des légendes? Pour moi, oui. Et pourquoi pas toi? Peut-être, mais c'est pas moi de le dire, alors. Je sais pas. Moi, j'arrive pas. Ouais, non. Ouais, t'as pas tort, mais c'est pas à moi de le dire. Je sais pas, moi. Je me considère pas comme une légende. Moi, tu sais, des fois... des fois, ça arrive que je fasse, par exemple, un roule avec Driver et que je dise un truc et je me sois trompé d'une date ou d'un endroit, c'était pas la bonne ville ou je sais pas quoi. Et un mec en commentaire qui me dit non, Driver, c'est pas ça. Je suis là, oh merde. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça m'énerve, ça me met une pression. Il y a des gens qui veulent que je sois irréprochable. Et derrière ce mot de légende, je ressens ce truc-là. Moi, je veux pas de ça. Alors moi, ce que je fais, la semaine d'après, je corrige le truc. Ouais, la semaine dernière, je vous avais dit ça, mais en fait, c'est ça, un truc, machin. Parce que c'est important que l'information soit bonne. Mais rien que pour ça, voilà, je montre, je suis un humain, j'ai des failles, tout ça. Moi, légende, il y a quand même un truc sacré où on te met un peu au-dessus des autres humains, tout ça. Et moi, je veux pas ça, moi. Moi, les gars... Moi, vous pouvez me voir en mode en train de vous raconter une belle histoire sur le rap et le lendemain, en train de faire la fête, je peux être bizarre. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas commencer à m'idéaliser. Oui, c'est une légende. Oh, le mot qui ressort, c'était une encyclopédie. Ouais, je suis une encyclopédie, mais moi, tous les week-ends, je suis avec un micro sur une scène en train d'ambiancer les gens et je fais la fête comme jamais. Et à ce moment-là, faut pas venir me demander ce que Mob Deep a fait ou machin. Non, là, je suis en mode fête, mon frère, tu vois. Et c'est dans ce sens-là où trop de responsabilités, légende, vivante en plus. Parce que si t'es une légende, mais t'es mort. Ah. Mais légende en étant vivant, trop de responsabilités. Tu as vu tout à l'heure, tu disais tout de suite que tu t'étais trompé et que tu te rattrapais les émissions. Ouais. Ça arrive pas souvent. Oui, ouais. Mais en tout cas, je le fais. Là, récemment, il y a une vidéo de KRS-One il y a quelques temps qui tournait. Et en rappant, il donne des dates par rapport à des moments, des événements importants du groupe. Il y en a qui disent qu'il se trompe dans certaines dates. Ouais. Il est considéré comme une légende, tout de même. KRS-One, c'est une légende.
Tu peux te tromper. C'est une légende. Ouais, tu veux que je sois une légende à tout prix. Tu peux te tromper, attends. Ouais, non. Il s'est trompé. Oui. Il se trompe. Ouais, mais moi, quand je te parle de ces histoires de me tromper, c'est pour dire la responsabilité que j'ai. Et tu vois, je pourrais faire des trucs d'ego ou quand il y a un mec qui me dit tu t'es trompé, je calcule pas, je réponds pas, je veux être le mec qui a toujours raison. Mais moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, mais j'ai une responsabilité de ouf. Je suis en train de raconter des histoires du hip-hop à des gens qui connaissent pas et qui vont apprendre sur moi. T'imagines, depuis qu'on est petit, on va à l'école, on nous raconte que des mensonges, tout ça, ou alors il y a des profs qui se trompent et tout, et nous, on apprend les erreurs. Ça arrive, hein. Ça arrive. Ce que je veux dire, c'est que dans le programme scolaire, on nous ment beaucoup. Hein, y a des trucs, et on oublie de parler de certaines choses. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est que quand tu grandis, si tu cherches pas, tu as les mauvaises informations ou alors tu n'as pas toutes les informations. Donc moi, je me dis, il faut que je corrige. Mais les gens... Putain, c'est trop gros. C'est trop gros. Alors, c'est pas moi qui décide en vrai. Moi, j'arrive pas à le dire. Moi, je suis une légende. J'arrive pas. Alcool. Ouais. Drogue. Ouais. Santé mentale. Ouais. Surexposition. Sortons indemnes de la vie d'artiste. Waouh. Les gars, être exposé, c'est quelque chose d'anormal pour un humain. C'est anormal. Moi, je suis d'accord avec toi. Maintenant, celui qui sort indemne de tout ça, c'est celui qui comprend que c'est anormal, qui est bien entouré, qui écoute les gens qui sont passés par là avant lui. Et quand je dis les gens qui sont passés par là, ceux pour qui ça s'est bien passé, comme ceux pour qui ça s'est mal passé, c'est très important de discuter avec les anciens. C'est très, très important. Et moi, là, je suis pas en train de faire, parce que je suis un ancien, je veux que les petits... Moi-même, quand j'étais petit peu, moi, j'allais parler avec les anciens. Ça, c'est super important. Et je te dis la vérité, quand tu es un rappeur, tu es exposé, ça commence à marcher pour toi, on dit souvent, il a changé. Ton entourage aussi change. Et le plus important, quand tu es ce rappeur qui est exposé, c'est d'avoir un entourage de qualité. Ce que je veux dire, c'est des gens qui ne changent pas ou qui changent très peu. Qui te disent la vérité, mais qui savent te dire la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mon gars, depuis qu'il est connu, il a changé. Je lui ai parlé, il n'a pas voulu m'écouter. » Si tu dis au rappeur « t'as changé, tu te la racontes. » Il ne veut pas entendre ça. C'est pas comme ça qu'on parle à un mec qui est exposé. Je viens de le dire, c'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on lui parle. Lui, si tu dis depuis que t'es connu, tu te la racontes, il va dire « Ok, lui, il est jaloux de moi. » Et c'est peut-être vrai. Il y a une façon de parler. Moi, je pense qu'il faut montrer des faits. À l'époque, on faisait ça comme ça. Là, depuis, on ne le fait plus comme ça, on le fait plutôt comme ça. C'est bizarre, c'était mieux comme on le faisait avant. Il faut que tu rentres le truc dans la tête de l'artiste pour qu'il comprenne et qu'il se dise ah ouais, j'ai changé quand même. Et tout. Je vais corriger le tir. Et c'est ça, avoir un entourage de qualité. Mais très souvent, moi je parle pour mon cas, aujourd'hui c'est peut-être plus le cas parce que le rap est partout. Moi quand j'ai commencé, le rap n'était pas partout. Mais souvent, tes amis d'enfance ne sont pas dans la musique. Ils comprennent pas cette industrie. Donc, ils ne peuvent pas comprendre ce que tu traverses, en fait. Eux voient juste que tu étais assis au quartier avec eux. Maintenant, on te voit moins parce que tu es en tournée. Quand on te voit, c'est seulement à la télé. Et machin. Un artiste on va lui poser une question sur son enfance. Il va citer 2-3 noms. Ouais, quand je traînais avec Philippe, Toufik et Mamadou, on faisait ci, ça. Karim, il va se réveiller. Il n'a pas dit mon nom. Oh là là, elle a changé, un truc, nanana. Il va pas dresser la liste des 15 mecs avec qui il traînait. Là, tout de suite, il a pensé à ces 3 noms-là, nanana. Mais au quartier, c'est pas comme ça. Ils vont dire, il a changé, nanana. Pour ça, je dis, un entourage de qualité, fait pas ça. Donc, on dit souvent, oui, l'argent, le succès, ça change les artistes, mais aussi l'entourage, son propre entourage. Des fois même sa propre famille. L'argent. C'est clair. Dans ta famille, on commence à te demander de l'argent tous les jours, comme si tu fabriquais les billets, tout ça, nanana. Moi, j'ai vu des artistes péter les plombs à cause de ça.
je citerai pas les noms, mais dans la propre famille. Ouais. C'est chaud. En ce qui concerne les addictions, tu vois, j'ai parlé. Les addictions. Après, les addictions, c'est pas un truc de show business, en vrai. Les addictions, même quand t'es pas dans le show business, elles sont là. Hein. Moi, c'est juste que j'appartiens à une génération où les drogues dures, c'était banni du quartier. Les gens qui prenaient ça, ils se cachaient. On n'était pas au courant. Ou alors, moi, à Sarcelles, il y avait carrément un quartier où les mecs allaient faire ça là-bas, tu vois. Nous, on n'y traînait pas. Nos grands, ils chassaient les mecs qui venaient faire ça dans le quartier. Donc, voilà, j'appartiens à ça. Et du coup, la première fois que j'ai vu de la drogue dure, c'est dans le show business, ok? Mais ça, c'est ma génération. Les plus jeunes, la drogue dure, ils la voient dans leur quartier déjà. Il y en a qui choisissent de vendre, il y en a qui choisissent de pas calculer du tout, il y en a qui choisissent d'en prendre. L'alcool, moi, j'ai vu ça au quartier avant d'être dans le show business. Les drogues douces, j'ai vu ça au quartier avant d'être dans le show business. Donc, pour moi, les addictions, elles existent déjà avant. Maintenant, dans le show business, la différence, c'est qu'il y a un truc où on te fait croire que c'est cool. Eh ouais. Quand t'as ton petit revêt ou ton petit ouinge, truc, machin, ou alors les drogues dures, tout ça, tu fais partie d'un cercle un peu privilégié. Nous, c'est l'élite du show business, truc, machin. On te fait croire que c'est cool. On te fait croire que si t'es à cette table-là, tu vas avoir plus de business. Parce que les gens autour de cette table sont puissants. Si tu prends des trucs avec eux, sauf que, ouais, tu peux avoir un peu plus de business là, mais parce que t'es le mec à la mode. Si l'année prochaine, c'est plus toi qui es à la mode, t'as beau avoir sniffé des tas de trucs, tout ça, et pousse-toi. C'est un autre. Mais toi, t'es accro. T'es plus à leur table. Mais ils te font encore le truc. T'es accro. Pour moi, la vraie différence dans le show business, c'est ça. C'est on t'a fait croire que c'était cool. Mais moi, je le répète, j'ai eu la chance d'appartenir à une génération où, non, on nous dit c'est pas bon ça. Moi, la première fois que j'ai vu de la drogue dure, moi, dans le show business, j'ai crié, frère. J'oublierai jamais ce jour-là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais comment ça? Et moi, les gens sont venus me calmer, ils m'ont dit, tais-toi, t'es malade ou quoi? Ils m'ont dit, hey, tu prends pas, mais commence pas à afficher les gens. Mais t'es malade, regarde ce qu'ils font. Hey, je me rappelle, c'était un appartement vers les Champs-Élysées. Là, je te parle, on est fin des années 90. Il n'y a pas d'Uber, il n'y a pas de bus de nuit. J'ai pas le permis. On est en pleine nuit. Je suis sorti. Je marchais énervé comme ça sur les Champs-Élysées. Ils sont malades, ils prennent des trucs. Non. Ça m'avait traumatisé. Mais je me rappelle ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, hey, si tu prends pas, mets-toi sur le côté, mais affiche pas les gens. Déjà, tu sais que tu reviendras plus jamais dans cet appartement avec ces gens-là. Je dis, mais moi, je m'en fous, moi. Je m'en fous d'être là, moi. Ils prennent des trucs. Je te jure que la deuxième fois que je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait de la drogue dure, j'ai rien dit. J'ai pas pris. Mais j'ai rien dit, chacun fait son truc. Les gens te proposent, non, moi ça va, je prends pas tout, ok. Mais tu sens le truc de, ah, il prend pas, il est pas dans notre cercle. Sur le côté. Tu sens que, la prochaine fois, l'invitez pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, là, tu parles de et drogue. Eux font leur business, ils font du business entre eux. Parce que là, toi, tu parles de drogue, mais on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui arborer, tu vois, même... vraiment mettre en avant ce truc de je prends ça, ceci, cela. Ouais. Après, moi, c'est un truc que j'ai vu déjà chez les rappeurs américains d'abord, et je pense que ça a inspiré les Français. Moi, j'ai l'habitude de dire que les années 80-90, les rappeurs américains disaient « faut pas prendre de drogue ». J'écoutais du rap français, ils disaient « faut pas prendre de drogue ». Quand on est rentré vraiment fin des années 90, début des années 2000, je vends de la drogue. J'ai vu les rappeurs français dire « je vends de la drogue ». Quand on est bien rentré dans les années 2000-2010, je prends de la drogue. J'ai vu des rappeurs français dire « je prends de la drogue ». Pas beaucoup. Et carrément là, le truc qui me dépasse, les rappeurs américains, je mets de la drogue dans le verre des meufs. C'est hardcore. C'est un truc de ouf. Totalement fou, ça. Et j'ai entendu ça dans le rap français, poto. Ouais, je l'entends. Dans le rap français, pas beaucoup. Ouais, mais il y en a qui l'ont dit. Totalement. Moi, je pense que c'est une mauvaise inspiration des États-Unis. Je pense que ça vient de là. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, voilà, on l'entend chez les Américains, on l'entend chez les Français. Et ça me dépasse
j'allais dire une dinguerie, c'est là où tu vois la beauté du rap, c'est que tu peux dire des trucs très très stupides, et quand c'est bien écrit, t'es là, ouais. Mais en vérité, non, c'est stupide, les gars. Faut pas écrire ça. De fou. Quel effet ça fait à ton ego de savoir qu'aujourd'hui, on connaît plus le driver, journaliste ou DRC que le rappeur? Je m'en fous, moi. Je m'en fous. Moi, dans tout ça, ce que je préfère, c'est rapper. Encore en 2024, moi, c'est ça. Moi, je suis un rappeur. Maintenant, vu toute la place que le côté média prend dans ma vie, je sors de moins en moins de projets, de moins en moins de musique, mais j'en sors quand même de temps en temps. Donc je peux comprendre que les plus jeunes, je le vois moi dans la rue, Driver, Rap Contenders, Driver, La Récré, Driver, ton podcast featuring, Driver, Nouvelle École, Driver, Les Flammes. On a oublié. Je le vois moi, les plus jeunes, au KLM. Ouais, lourd, au KLM. Les plus jeunes, moi, ils me connaissent comme ça. Alors je vais sortir un nouveau morceau. Tu vas avoir des commentaires, des gens qui me connaissent, ouais, lourd, ou j'aime pas, ou peu importe. Mais tu vas voir, tu rappes. C'est un truc de ouf. Mais c'est normal. Tu vois ce que je veux dire, je sors moins de musique, ils me connaissent pour autre chose. Et ce qui est cool, c'est que quand il y a un mec en commentaire qui dit, tu rappes, il y a d'autres gens qui disent, mais t'es malade ou quoi, tu le connais pas et tout, et tac, tac. Entre eux, ils discutent, et après, le mec va chercher, et il se rend compte que, ouais, c'est pas nouveau et tout. Donc, en vrai, c'est constamment un public à reconquérir quand t'es rappeur et tout. Mais moi, pour répondre à ta question, mon ego, moi, à partir du moment où tu me reconnais positivement pour quelque chose qui te plaît, peu importe ce soit ma casquette de rappeur, producteur, d'écrivain, parce que je fais des livres aussi, on me parle souvent de mon bouquin et tout, peu importe. Du moment que tu me dis, je te connais par rapport à ça et j'aime ce que tu fais, c'est une victoire. Merci. J'ai commencé à rapper en 1990, mon gars. On est en 2024. Tu me connais par rapport au rap, que ce soit en média ou mais c'est une performance. C'est un truc de malade. Je ne peux qu'être content. Merci. Donc, t'es une légende. Je sais. Il va pas te laisser. C'est pas moi qu'il faut demander. Voilà. Ouais, non. Moi, je me considère comme quelqu'un qui traverse le temps en faisant différentes activités. Mais est-ce que ça fait de moi une légende? Je sais pas. Mais en tout cas, j'aurais juste à ajouter que lorsque Yo était encore à Génération et qu'il organisait des espèces de sessions freestyle avec les gars de RC, il y a une session où il y a Driver, Camnouz, Orsec qui commence. Driver, il rappe. J'ai dit, il rappe mieux qu'avant, frère. J'ai dit, Ouais, non, mais j'aime vraiment ça. C'était chaud, mon frère. J'enregistre tout le temps. Dès que j'ai du temps, je vais en studio, j'enregistre tout le temps des nouveautés. D'ailleurs, je vais en sortir dans pas longtemps. J'ai des clips qui sont déjà tournés, tout ça, machin. Moi, c'est vraiment ça mon kiff premier, jusqu'à maintenant. Faire des concerts, tout ça. Quand je peux jouer mes morceaux sur scène, je suis content. Donc t'es en mode Method Man, Redman, c'est-à-dire mieux qu'avant, tu sais, les gars, ben en fait, c'est chaud. J'écoute tellement de rap que voilà, j'essaie de faire des nouveaux trucs, des nouvelles techniques d'écriture, des nouveaux flows, des machins. J'essaye parce que j'aime ça. On sait que tu aimes conter les histoires. Ouais. Là, si tu devais raconter celle d'un rappeur français, si tu devais raconter celle du rappeur français le plus influent de ces 30 dernières années, ce serait l'histoire de qui? Ça, c'est dur, ça. Ouh là là. Ouh là là. Tu sais, en vrai, je pourrais répondre tu connais ton gars. Non, je pourrais répondre à cette question, mais je vais frustrer des rappeurs. Tu m'as dit d'en citer un. Je sais, déjà, je vais recevoir des messages. Ouais, comment ça, tout ça, là. Et ça, je veux pas ça. Je veux pas ça. 2, 3, tu sais, vraiment. Bon, là. Allez, 4-5. Ouais. Les plus influents de ces 30 dernières années. Ouais. En tout cas, des histoires qui t'ont vraiment marqué. MC Solar. Ouais. Ministère amer. Ouais, ça, c'était gars. Hein. Normal.
Lunatique. Ouais. Je dis bien lunatique, les deux. Ouais. Parce qu'on dit souvent Booba. Mais Ali, très important. Très important. Rof, le bas de Foulek. 4. Voilà un 5e. Diams. Pour moi, c'est la best. Enfin, pour moi, en tout cas. Reste mon avis. Tu sais, on parle d'impact. C'est la meilleure pour moi. Tu sais, les meufs, les petites meufs qui l'écoutaient quand elle était en activité et qui ont grandi, là, elles l'aiment encore très, très fort aujourd'hui. Et c'est là que je mesure l'impact qu'elle a eu, frère. C'est un délire. Dès qu'il y a une meuf qui arrive dans le game, on la compare à Diams. Oui, mais Diams, elle a fait ci, elle a fait ça, elle n'est pas à la hauteur, tout ça. Alors que des fois, la rappeuse en question, là, c'est même pas le même couloir que Diams, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, mais Diams, c'est le baromètre. Quand t'es une rappeuse, ouais, Diams. L'impact. C'est ça que je te parlais tout à l'heure. Mais j'ai l'impression qu'il a lu mes fiches. Parce que ma dernière question est en rapport avec les rappeuses. Ouais. Parce que les filles, elles n'aiment pas qu'on dise rap féminin, tout ça. Donc j'ai dit rappeuse. Donc on partage la même passion pour les artistes féminines. Ouais. Pourquoi aujourd'hui, bon, on peut mettre Shai, j'enlève Shai, parce que c'est vrai que Shai a quand même un succès. Ouais. Hormis Shai, pourquoi, comment se fait-il qu'aucune rappeuse n'arrive à faire l'unanimité? Ouais. Est-ce une question, est-ce un manque de qualité ou c'est une histoire de direction artistique? Moi, je ne pense pas que ce soit un manque de qualité. Il y a de très très bonnes rappeuses actuellement et tout. Moi, je pense plus que c'est le public qui a du mal avec les rappeuses. Parce que là, on est en train de dire Diams. Mais à l'époque de Diams, qui marche comme Diams, comme rappeuse? Il n'y a pas. Il n'y a jamais eu un moment... je sais qu'aux États-Unis, il y a eu Foxy Brown, Lil Kim, Dabrat qui marchaient en même temps. Et là, je te cite 3 noms, mais il y a sûrement d'autres filles qui marchaient en même temps. Et des vrais scores. Nous, Diams, elle cartonnait, les autres, c'était loin derrière en termes de chiffres. Donc, je pense qu'on n'a jamais eu, dans toute l'histoire du rap français, une période où tu avais plusieurs rappeuses qui marchaient. On n'a jamais eu ça. Donc, je pense que le public français a un problème avec les rappeuses. Et là où je vais être un peu plus précis, c'est que les mecs sont dans ce truc misogyne, les femmes c'est à la cuisine, tout ça. On voit souvent ça dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Après on va se dire c'est les réseaux sociaux, c'est le jeu, un mauvais jeu, mais c'est le jeu, tout ça, machin. Et pourquoi les filles, elles les supportent pas? Il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles dans les concerts de rappeurs qui ont des propos souvent misogynes. Il y a plein de filles dans la salle qui chantent, qui rappent ces paroles misogynes. Elles sont où quand il y a les rappeuses? Donc, moi, je trouve que, je globalise, hein, on a des hommes qui supportent pas les rappeuses et on a des femmes qui supportent pas les rappeuses. Je parle du public. Comment elles font pour marcher? Ouais, mais elles les supportent pas, pourquoi, à ton avis? Parce que ce sont des femmes. Ok. Et que, finalement, le rap n'échappe pas à ce côté misogyne de la société. Mais là, ton propos, il rejoint beaucoup celui de Juliette. Juliette Fievé. Big up à elle, d'ailleurs. Elle a dit un truc comme ça? Ouais, elle a dit que les femmes ne soutiennent pas assez les femmes. Ouais, même dans la récré, elle l'avait dit. Ouais, je me souviens, c'est vrai. Elle l'avait dit. Non, Même par rapport à Légende, elle disait que... son émission, tu vois, que elle voit les stats, il y a beaucoup d'hommes qui la suivent et pas forcément assez de femmes, et que elle voit que c'est un phénomène qui est fréquent, quoi. Que dans plein de domaines, les femmes, elles soutiennent pas assez les femmes, tu vois. Je sais pas, je trouve qu'en France, je généralise encore une fois, on a du mal à accepter qu'une meuf vienne avec une gestuelle de rappeur. Ah, c'est un garçon manqué. Ok. Dès qu'elle arrive super féminine, ah, c'est une timpe. Ok. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Et Diams, pour moi, elle s'est mise à découper des mecs en featuring. C'est là les mecs sont comme ça à dire ah ouais mais elle c'est quelqu'un, tout ça machin. Ils ont commencé à la suivre et de l'autre côté tout doucement elle a commencé à parler aux filles
les filles ont dit, ok, c'est notre représentante. Et elle a eu les deux. Alors, c'est un avis, hein, je sais pas. Mais en tout cas, son cas, là, il est à part. Elle a une place à part jusqu'à maintenant, en 2024. Alors que, je le répète, il y a plein de bonnes rappeuses aujourd'hui. Ouais, mais pourquoi, tu vois, moi, c'est vraiment une question que je me pose fréquemment. C'est que, comme tu le dis, on a des rappeuses qui sont vraiment fortes. Ouais. Tu vois, moi, je sais que... Pour moi, celle que je préférais, c'était Chilla. Ouais. Bon, maintenant, elle est partie dans autre chose, mais c'était vraiment Chilla. Je la trouvais vraiment complète. Elle a un truc, elle a un vrai truc. Et Vicky R aussi. J'aime bien. Ouais. J'aime bien Vicky R aussi. Et le souci, c'est que j'ai l'impression que les rappeurs sont aussi boudés par les mecs, par les rappeurs. Ouais. Parce que tu vois, là, tu nous disais que Diams, par exemple, elle a prouvé. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle est partie avec des mecs, elle les a tabassés, et du coup, tout le monde a dû l'adouber. Ouais. Mais pourquoi les filles d'aujourd'hui ne font pas la même stratégie, n'ont pas la même stratégie? Elles sont pas invitées sur les morceaux. En vérité, moi, si j'étais une meuf, je serais frustré de tout le temps. Venez, on fait des morceaux entre meufs, tout ça. Mais c'est pas obligé, en fait. Elles ont le droit de rapper avec des mecs. Pourquoi les mecs les invitent pas? Après, moi, j'ai aussi une autre théorie. Je discutais avec notre ami Mécolo de la récré, qui me disait, et j'étais d'accord avec elle, qui me disait, tu sais, il y a des meufs, elles sont jugées plus sévèrement que les mecs. Il y a des mecs qui sont mauvais rappeurs. On dit, c'est incroyable, c'est chaud. Les filles, là, qu'on leur dit, ouais, non, c'est pas ça. Elles sont meilleures que ces rappeurs-là, et c'est vrai. Mais elles n'ont pas le droit de passer. Elles passent pas la douane. Le mauvais rappeur, parce que c'est un mec, il peut passer la douane. C'est vrai. Et du coup, si t'es ce mauvais rappeur et que t'entends la bonne rappeuse là, t'as vraiment envie de l'inviter? Elle va te fumer devant tout le monde. Oh, mais là, si je suis ce que tu dis, ça veut dire qu'il n'y a que des mauvais rappeurs. Non, quand même pas. Quand même pas. Mais, non, mais si je suis... Mais il y en a plein. Tu sais, vendre, streamer, ça veut pas dire être un bon rappeur. Ça veut dire peut-être avoir le bon refrain, la bonne musique, ou tu vois, la bonne accroche, le bon gimmick, tout ça, c'est tout. Et tu vends et ça marche. Et maintenant, si tu dois inviter quelqu'un, on va voir tes lacunes. Si la rappeuse en question, elle est vraiment forte, on va voir tes lacunes, que toi, t'es que gimmick ou truc comme ça. T'as pas envie, hein? Mais Driver, est-ce qu'aujourd'hui, on est encore là-dedans? Même Berberish, est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans ce truc où... Parce que j'entends des petits, des fois, me dire, ouais, lui, il a lavé, lui. Mais j'entends de moins en moins ça. On l'entendait encore il y a 5-10 ans. On l'entend de moins en moins, pourquoi? Un tel, il a lavé un tel. Aujourd'hui, j'ai l'impression... Tu sais pourquoi on l'entend de moins en moins? Parce qu'il y a beaucoup de featuring, de chants. Des rappeurs, mais ils chantent. Ils chantonnent. Donc du coup, on dit pas l'autre, il a lavé l'autre. Ils sont dans la mélo, bah c'est cool en fait. C'est une collaboration, c'est cool. Maintenant, quand ça rappe des deux côtés, obligatoirement, les gens ils sont sur les réseaux, ils choisissent le gagnant. Dès que ça rappe, ils choisissent. Ouais, et je rejoins Driver, parce que là, si tu fais un feat mec-meuf, mais c'est très bien que Twitter, ça va s'enflammer. Ah, de ouf. Ah, c'est vrai. De ouf. Regarde, il y a pas longtemps, je regardais La Mal Show. Il y avait Jimmy Finger et Masta. Et Masta, il disait, t'as vu quand on faisait la tournée, leur compil qu'ils avaient sorti à l'époque, Mission Suicide, ils étaient obligés de mettre Diams. Tu sais, quand ils faisaient la tournée des radios, ils étaient obligés de mettre Diams à la fin, parce que, genre, à chaque radio, il fallait que les rappeurs écrivent un nouveau couplet, tu vois. Et que Diams fallait le mettre à la fin, parce qu'elle était trop forte. Tu sais, genre, elle surpassait les autres. Tu vois, les autres rappeurs, elle est surpassée, tu vois. Et je me dis que vraiment, pourquoi je me dis que j'ai l'impression qu'on est plus là, on est moins en moins là-dedans, bah, comme tu l'as dit. Hein. Aujourd'hui, on chante beaucoup. Oui, voilà. Mais avant, il y avait une confrontation de on rappe. Mais en vrai, si tu mets deux rappeurs qui rappent, les gens vont être dans le délire, c'est qui le gagnant. Ils sont encore là-dedans. Ils sont encore dedans. Mais comme ça chante beaucoup plus. Et puis, pour répondre aussi à la question, pourquoi les rappeurs en place, ils n'invitent pas les rappeuses? Parce qu'elles ne streament pas en vérité. Aujourd'hui, on est dans un truc où les rappeurs connus, ils invitent des rappeurs connus. Des rappeurs qui streament invitent des rappeurs qui streament. On commence à voir quasiment les mêmes invités sur tous les gros albums. On dirait que c'est tout le temps les mêmes qui sont invités. Pas une prise de risque à se dire, lui, il n'est pas connu, elle n'est pas connue, mais fort. Donc vas-y, je vais l'inviter. On voit ça de moins en moins. Parce que tu as eu une artiste comme le Juice. Tu la mettrais sur une table
Souvent, on en a parlé de ça, de mettre des tables avec des... Juice, j'aime beaucoup, moi. Elle va faire mal à des mecs. Ouais. On va voir les lacunes de certains. Les lacunes des gars, tu vois, ça va être compliqué. Ouais, mais c'est ce qu'on veut. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va organiser ce genre de choses. Parce que là, ça commence à dormir un peu. Vous allez détruire des carrières. Non, mais... ouais, parce que moi, je trouve que, tu vois, le game, je trouve qu'on dort, là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Franchement, je trouve qu'on est arrivé à un creux, là. C'est vrai qu'on est dans une... Là, c'est un peu compliqué. Et je pense que ce genre de choses, ça peut relancer. Ouais, c'est vrai. Créer une dynamique, un espèce d'engouement. Si, c'est qui? C'est Grunt qui avait fait cette table au Bataclan, là. Ouais, les grandes tables. Lourd, hein. Tu vois ça, là? Quand tu vois des Limsa Dolnay en train de débiter des Zekwe Ramos, tout ça. Limite, on avait oublié que en France, ça découpait, il y avait des rappeurs, tout ça. Ils sont méga forts, eux. Ouf. De fou malade. Moi, tu sais que Limsa Dolnay, il me fait penser à Booba. Pas dans le style, mais dans le truc de, tu vois, nous, quand on allait à la fac en 2000, là, et qu'on écoutait Lunatic, on attendait toujours le couplet de Booba. Parce qu'on se disait, quelle dinguerie va sortir. Et bah, Limsa Dolnay, j'ai un peu ce truc-là. La punchline. Parce qu'à chaque line, il sort un truc de ouf. Ouais. Non, c'est vrai. Non, Limsa Dolnay est très chaud. Et voilà. Invitez-le plus. Mais il va vous défoncer. D'ailleurs, le Juice a fait un feat avec Limsa Dolnay. Ça, c'est bien. Dans son projet. Mais voilà. Invitez ces deux artistes-là sur des albums majeurs. Ouais, on en a besoin. Zek, même Isha. Zek, les chauds. Isha, découpeur. Souffrance. Non. Salisa, tout ça, là, tu vois, toute leur équipe, là, l'usine, tout ça. Les gars, rap. Booba, pour moi, c'est bon. Ok. T'as vu, Driver, j'ai été. C'était mon grand. La question, là, sur les rappeurs. Ah, tu connais ton gars, il a toujours en moi. Vous voulez que j'ai des problèmes, moi. Driver. Sans vouloir manquer de respect à Mehdi Maizi, big up à lui pour tout son travail. Code Review et d'autres encore, tu vois. Comprends-tu ceux qui n'étaient pas contents que tu sois tant en retrait et qui auraient aimé que ce soit toi qui présente la sauce à l'époque d'Ocalm? Non, mais je ne pouvais pas présenter la sauce. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est son émission à Mehdi. Il vient me chercher en tant que chroniqueur. Je vais pas présenter son émission. Donc déjà, ça, c'est pas possible. Et puis surtout, il y a un truc que vous, à l'extérieur, vous voyez pas, et que moi, j'ai vu de l'intérieur sur Mehdi. Mehdi, il a un truc que moi, j'ai pas et que j'aurai jamais. Cette émission, elle était du lundi au vendredi. Tous les jours, on recevait un invité. Tous les jours, il n'y a pas que des invités que tout le monde connaît à recevoir. Ça fait que lundi, tu peux avoir un gros invité hyper connu. Mardi, un mec, on ne le connaît pas du tout. Moi, personnellement, le mec qu'on connaît tous là le lundi, je peux te faire une très belle interview. Mais le mec qu'on ne connaît pas là, moi, j'aurais pas de questions pour lui. Parce que je ne le connais pas. Je vous jure que Mehdi, il a des questions pour tout le monde. Je ne sais pas comment il fait, frère. Et ça, c'est une qualité. Surtout quand tu dois tenir, et là je te parle en animateur principal, une émission quotidienne du lundi au vendredi. Tu dois pouvoir poser des questions à n'importe qui, qu'il ait sorti un morceau ou qu'il ait 12 albums. Même temps d'interview. Et je le voyais faire ça, je me disais, je peux pas faire ça. Moi, si tu as sorti qu'un morceau, l'interview va durer 5 minutes. On va parler 5 minutes de ton morceau. Après, je ne saurais plus quoi te dire. Mehdi peut tenir une demi-heure, 1 heure... avec un mec qui a un morceau. Non, mais c'est pour ça que je disais que on connaît les qualités de Mehdi. Ouais. C'est fort, il est fort. Son équipe aussi, tu vois. Mais tu vois, derrière nos écrans, certains étaient en mode... on voulait entendre Driver. On voulait plus l'entendre. Moi, je te dis la vérité, faire une émission quotidienne, je fuis. Non, je peux pas faire ça, moi. Ça va me saouler. Recevoir des artistes tous les jours, tout ça. Ouais, il y a des artistes, j'étais enjoué, j'étais content, tu vois. Nous, souvent, une semaine à l'avance, Mehdi disait, voilà, la semaine prochaine, on reçoit un tel. Il me dit, je te vois bien sur cette émission-là, tout ça, là. Ouais, ok, cool, ouais, je l'aime bien, lui. Ah ouais, mais tel jour, il y a l'autre. Je peux venir sur l'autre émission aussi, parce que je l'aime bien, lui. Tu vois ce que je veux dire? Je choisissais.
Mehdi me mettait sur ce qu'il sentait, mais j'avais le droit de choisir aussi des artistes et tout, machin, à interviewer. Mais quand t'es là tous les jours, tu choisis pas, tu dois taper tout. Moi, je peux pas faire ça. Et Mehdi, je vous jure qu'il a le talent pour faire ça. Et ça, là, c'est un talent. Vraiment. Tu vois, même pour les flammes, on a ce problème. Oui, je reçois. Nous, je reçois les messages. On est en mode driver, comment je reçois les messages, je veux que ce soit toi le présentateur. Ouais, parce que, en vrai, nous, tu vois, bon, après, on est un peu... avec nos mentalités, là. On dit, mais c'est un manque de respect. Tu vois, nous, comment on est, avec ce truc de hiérarchie, droit d'aînesse un peu, que ce soit en âge ou que ce soit dans la carrière ou dans l'expérience. Pour nous, quand on voit Au Calme, quand on voit les flammes et qu'on te voit derrière, pour nous, c'est un manque de respect. Après, Au Calme, c'est pas pareil parce que justement, Romain, qui bossait avec nous, qui était coordinateur chez OKLM, très vite, il a vu que mon personnage sortait un peu de la sauce, tout ça. Il m'a dit, Driver, faut que tu aies ton émission. Roule avec Driver, on commence ça sur Au Calme. C'est une émission radio sur Au Calme. Donc moi, j'étais là, j'ai eu très rapidement mon émission. Donc en vérité, mais moi, ça m'allait, c'était une fois par semaine. Cool. Donc j'ai eu mon émission. Maintenant, ce qui concerne les flammes, pareil, je te dis, Mehdi vient me chercher chez OKLM pour être dans son équipe de chroniqueurs. Les flammes, pareil, on vient pas me chercher pour être animateur. On vient me chercher pour faire les voix off et relancer un peu les trucs en live. Moi, ça me va. Maintenant, je vois, il y a 2 éditions qui sont passées, je commence à recevoir de plus en plus de messages. Ouais, pourquoi c'est pas Driver? Pourquoi c'est pas Driver? Ce n'est pas moi qui décide de ça. Moi, on est venu me chercher pour un boulot, je suis professionnel, je l'ai fait. Je pense qu'ils sont contents de moi. Cool. Maintenant, s'il doit y avoir autre chose, j'ai toujours le même numéro de téléphone. Je ne serais pas contre. Parce que les flammes, c'est pas tous les jours. Alors que la sauce, c'était tous les jours. Ça, non. C'est pas tous les jours et c'est pas la même pièce. Aussi, bien sûr. Mais voilà. Mais moi, je suis ouvert à toute discussion. Hein. Tu sais, déjà, je trouve que la 2e édition, j'ai pris un peu plus de place que sur la première. Maintenant, si on veut que je prenne plus de place sur la 3e édition, pourquoi pas? Moi, on sait comment me joindre. Un beau jour de l'an 2017, Barbery, je te croisa et tu fus élogieux à l'égard de la récré. Ouais. Nous fûmes très flattés. Ah. Tu as vu les 2 premiers épisodes de la récré en 2017? Ouais. Ça partait dans tous les sens. Je rappelle très bien. Avec mon gars, Tonton Marcel. Tonton Marcel, t'es mon gars pour de vrai. Après une traversée du désert en 2019, nous te demandâmes de présenter la récré. Pourquoi as-tu accepté cette dinguerie alors que tu avais vu déjà les 2 premiers épisodes? Ouais, mais parce que... Ça partait dans tous les sens. Tu sais, c'est plus que la récré, en fait. C'est que moi, Barbery, je t'avais identifié... c'était sur Urban Heat, toi. Moi, je t'avais identifié là-dedans, déjà. Et j'aimais bien ce que tu proposais déjà là-dedans. Donc déjà, je me dis... Ouais, lui, il est dans la récré. Cool. Maintenant, il y a le reste de l'équipe. Toi, je te connaissais par rapport à Blockout Radio. Ouais, on était venu à Sarcelles. Tout ça. Voilà. Cool. Donc, ça fait que vous deux, je vous identifie. Et les autres, je me dis, vas-y, je vais les découvrir. Mais en vérité, c'est par rapport à vous deux, ce que vous faisiez déjà en dehors de la récré. C'est plus ça qui m'a parlé que les 2 épisodes de la récré où ça partait dans tous les sens, mais ça me plaisait. Non, mais c'était très spontané, c'était quelque chose. Surtout, c'est que c'était nouveau, frère. Ouais. Il y avait quoi comme autre émission où les gens... Il n'y avait pas ça. Je me dis, le mec, il propose quelque chose d'autre. Lui, il était là, Urbanite, sans langue de bois. Toi, en vérité, dans ton truc Blockout, tout ça, vous étiez aussi sans langue de bois. Ouais, avec Grice, Max Payne, bien sûr. Rusty. Voilà. Ouais. Donc, je me suis dit, vas-y, on va tester l'aventure, on va voir. Non, mais tu sais, moi, je serais toujours, comment on dit ça, reconnaissant, vraiment, parce que, tu vois, quand on t'appelle, bah, tu sais pas où tu mets les pieds. Oh, c'est clair. Tu vois, y a pas d'oseille. Ouais. Tu vois, et nous, on sait que c'est ton métier, tu vis de ça, et le fait que tu nous fasses confiance, et nous, on le sait, et on le dit même dans toutes les interviews qu'on nous propose, bah, la récré, si ça en est là où ça en est, c'est toi. Pourquoi c'est toi? Parce que moi, je
je le dis souvent, c'est que toi, tu es le pont entre les deux mondes. Parce que moi, pour moi, il y a deux mondes. Explique quels sont ces deux mondes. Ouais, il y a deux mondes. C'est-à-dire qu'il y a nous, tu sais, les mecs de banlieue, entre guillemets, quartier, tu vois, un peu avec notre mentalité, notre état d'esprit, les rebeux et les renois, pour vraiment que ça impacte les gens. Et il y a les autres. Tu vois, tous les autres. Que Balou appelle des bobos. J'ai vu ça. Et du coup, moi, je trouve que toi, tu fais le pont. Et donc, le fait de t'avoir... Donc, t'es en train de dire que je suis moitié Kaira, moitié bobo. Non. Non, moi, non. Sofiane m'a dit ça un jour. Ah, il t'a dit ça? C'est au KLM. Il m'a dit, Driver, ce personnage spécial, moitié Kaira, moitié bobo. Non, moi, je trouve... Non, il a pas dit bobo, mais il a dit un mot qui voulait dire ça, à peu près. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est plus que... En fait, et ça revient à ce qu'on a dit en début d'interview, c'est que, tu vois, ton humilité. Parce que, t'as vu, nous, on t'écoutait, nous. Ok. C'est-à-dire que travailler avec un mec qu'on écoutait, déjà, c'est un privilège de fou. Mehdi Maizi m'a dit la même chose. Tu vois, c'est un truc... Tu sais, moi, ton album, je l'ai saigné, parce que moi... Tu sais, j'ai toujours été dans ce rap un peu très ouvert. Donc moi, t'es vraiment l'un de mes artistes. Tu vois, quand vraiment je suis à fond dans le rap, t'es vraiment l'un de mes artistes. Et le fait de travailler avec toi, ça a été vraiment un truc fort, tu vois. Et ouais, tu fais le pont. Ouais. Parce que t'es dans les deux, en fait. Ouais. Tu vois, t'arrives, toi. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Tu sais, t'es l'un des rares. Moi, je le vois quand je marche dans la rue. Là, ces dernières années, les gens qui me reconnaissent, c'est plus un type de personne. Quand j'étais que rappeur, je marchais dans la rue, de loin, je voyais des gens, je savais, ok, lui, il va me reconnaître, lui, il va pas me reconnaître. J'arrivais avec ça. Aujourd'hui, je sais pas. Tellement, j'ai réussi à toucher tout type de personnes. Et je trouve ça beau. Donc, quand tu me dis que je suis le pont, je comprends ça. C'est parce que je touche différentes personnes avec mes différents programmes et tout ça. Ouais. Et c'est cool. Je pense que la récré, tu vois, moi je le voyais parce que j'analyse tout, moi, tu vois. Et dès que tu partageais un épisode de la récré sur tes réseaux, bah, ça permettait en fait de faire découvrir la récré à d'autres. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et que ce soit plus confidentiel. Ouais, ouais. Là, je suis content de l'avoir fait. C'est cool, hein. Non, mais pour rejoindre un peu les propos de Barberich, tu vois, nous, on était vraiment honorés parce que lorsqu'il t'a croisé, lui et moi, on est des pipelettes, on s'appelle. J'ai croisé Driver, il m'a dit que. Et tu vois, à la base, c'est moi qui présentais la récré, tu vois. Ouais. Et du coup, quand il m'a dit, hey, t'as vu, quand on va reprendre la récré, viens, on met Driver en tant que présentateur. J'ai même pas sourcillé, je dis, mais la tête d'homme, c'est lui qu'il faut. Parce que t'as vu, même avant que tu fasses Roulay Driver, t'avais un autre programme que Jean-Pierre Sec t'avait... Ouais, Hip Hop Story. Voilà, Hip Hop Story. Moi, je regarde ça depuis Hip Hop Story, 2008, 2009. Oh ouais, c'était... Moi, j'étais avec un de mes gars, avec mon gars Audace, on était là, je venais de mettre le net chez moi, comme ça, dans mon salon, je dis, vas-y, on regarde YouTube. Bam, on tombe sur toi, on dit, hey, il nous raconte l'histoire. Ouais. Et en même temps, on a des liens. Nous, on te connaît depuis... Enfin, avant même... Enfin, on te connaissait avant, mais quand tu as consolidé les liens, c'est quand tu as fait ton featuring avec l'agression verbale à l'époque, Nouvelle Donne, où tu étais à ce fameux concert où c'est parti en freestyle. La première fois que j'ai mis les pieds dans le triangle des Bermudes, je me rappellerai toute ma vie. Voilà, on se souvient par rapport à ça, et puis tu connais mes gars aussi du code 147. Non, j'ai... Il y a aussi ce truc de... Il y a un Grigny, tout ça. Ouais. Tu vois, ce que disait Booba tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, de devoir reléguer au second plan, bon là tu nous as expliqué pourquoi, bah, ça nous faisait mal. Donc nous on s'est dit, on va lui donner une place de choix. C'était aussi ça la volonté. Tu vois. Et je vous en remercie les gars, c'était une belle aventure. Une belle aventure. Des fois je me levais, je partais, je quittais le plateau parce que j'étais pas d'accord. Mais c'était bien ça. Ouais. En tout cas, voilà, pour je tiens à big up quand même voilà, Juliette, parce que tu as vu, elle nous a vraiment donné un sacré coup de main pour les deux premiers épisodes de la récré. On avait ça à ma chaîne étudiante, il me semble, tu vois. Ok. Et, voilà. Et on avait des invités comme Brice Albin, il y avait Narges à l'époque, il y avait Zadi, Jean-Pascal Zadi, qui était là dans les premiers épisodes, il a quand même dit des dingueries. On part à la meuf à café, tu vois. Je me rappelle. Voilà, en tout cas, Ami aussi. Ami qui était là, tu vois. Et voilà, à l'époque, il y avait Tonton Marcel, Grice, Max Payne. Voilà, c'est les épisodes de la récré que tu as vu là, qui partent dans tous les sens. Voilà, c'était ça. De 2019 à 2024, on a enchaîné 5 saisons. Il y a peu, Barberich l'a annoncé. Sur les réseaux, la récré est en pause.
Selon toi, y a-t-il un avant et un après la récré pour toi et pour le game? Ouais, il y a un avant et un après. Ce truc de sans langue de bois que vous aviez déjà dans vos programmes respectifs avant la récré et que vous avez démocratisé avec la récré, je pense que ça y est, maintenant, il y a plein de médias qui se mettent à faire ça, en fait. Alors, je dis pas que vous l'avez inventé, mais vous l'avez fait à une période où il n'y avait plus ça. Je sais qu'à l'époque, il y avait des Get Busy, ou ça, où les mecs disaient ce qu'ils avaient envie de dire directement. C'était l'époque de la presse papier et tout. Mais ensuite, ça s'est perdu, ça. Et au moment où vous faites ça, il n'y a plus ça. Avec la récré, ça le démocratise. Et ensuite, des gens se mettent à faire ça. Alors, m'attrapez pas la chemise, vous allez dire non, moi, c'est pas par rapport à la récré. Et on vous voit, on sait. On sait. Et le truc, c'est que maintenant, il y a trop ça. Et j'ai l'impression que c'est pas sincère. Il y en a qui le font parce que ça va cliquer ou pour se donner une allure un peu tech journaliste. Tu vois ce que je veux dire? Et là, pour moi, on va sur le mauvais chemin. Là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des médias qui sont en train d'agir comme des rappeurs. Et c'est pas bon. Là, il y a un mauvais truc qui se passe, je trouve, en ce moment. Tu sais, et je sais que tu allais dire ça, c'est qu'avec Booba, nous, tu vois, quand on essaye d'apporter ça et d'imposer ce type de ton, avec Booba, on se regarde, on dit, frérot, t'es sûr que tu veux y aller? Parce qu'il va avoir les dérives du sans langue de bois. Ouais. Et on se disait ça, hein, tu vois, il y a quelques années, en se disant, est-ce qu'on voulait vraiment l'imposer? Parce que nous, on sait où on veut aller. Mais le problème, on savait qu'elle allait avoir des copies. De toute façon, on est berger, pas moutons, donc forcément, on savait qu'elle allait avoir des moutons derrière. Mais on s'est dit, il va avoir les dérives du sans langue de bois. Ouais. Et j'ai l'impression que, par rapport à ce que tu dis là, on y est. Tu sais, un mec comme Mehdi Maizi, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années où il a officié, j'ai commencé à voir sur les réseaux, ouais, mais Mehdi, il aime tout le monde. Et nanana. Le ton de Mehdi, c'est pas d'aller chercher la petite bête. OK? Et moi, je trouve que pour des gens qui sont sans langue de bois, c'est important qu'il y ait un Mehdi Maizi pour contrebalancer. C'est vrai. Maintenant, si tout le monde est en mode sans langue de bois, parce que on veut pas subir les foudres des internautes qui nous disent « Ouais, t'aimes tout le monde », il y a des gens qui vont forcer la sans langue de bois. Oh. Et ça va devenir n'importe quoi. Des fois, tu n'auras pas de problème avec l'artiste qui est devant toi. Tu vas aller chercher la petite bête pour dire « Ah, vous avez vu, je lui pose des questions reloues. » S'il n'y a pas de questions reloues à poser, tu poses pas de questions reloues, en fait. C'est tout. Il n'y a pas de souci. Moi, quand je regarde une interview, je viens pas voir de la boxe. Hein. Raconte-moi ton histoire. Et si ton histoire, elle me touche, je vais aller vers ta musique. Si tu es là pour vendre de la musique, tu vois. C'est tout. Et moi, tu me touches pas obligatoirement en dénonçant des choses ou je sais pas. Des fois, ton histoire, elle peut être cool et me toucher. Bah, t'as vu, moi, j'ai tendance à dire, et j'en parle avec Barberich souvent, je sais plus si on l'a dit dans des épisodes, mais nous, on estime que le sans langue de bois, c'est piquer sans blesser. Et sans manquer de respect aux gens. C'est dur, hein, c'est un numéro d'équilibriste. Hein, c'est-à-dire que, t'as vu, surtout, le rappeur est susceptible. Très susceptible. Exactement. Donc ça, c'est dur. Ouais, mais tu sais, même piquer, excusez-moi, mais même piquer, c'est pas forcément piquer. Je te donne un exemple. Tu vois, par exemple, la question qu'a fait Vaciller Driver. Tu vois, elle est subtile. Oui, mais c'est pas méchant, c'est tu pas... Tu vois, en fait, moi, je pense que, déjà, le sans langue de bois, déjà, dans un premier temps, c'est dire ce qu'on pense. C'est d'être sincère. C'est ça, déjà, le sans langue de bois. Après, nous, on a ramené un truc où notre jeu, c'est de faire vaciller notre interlocuteur, mais dans la bienveillance. C'est-à-dire que nous, on ne va pas aller chercher sur des trucs. Il faut garder cette bienveillance. C'est dans la bienveillance. Et le truc, c'est que quand tout le monde veut se lancer dans le sans langue de bois, des fois, la bienveillance, on la perd. Donc, c'est pour ça que moi, je dis... Il nous faut plus de Mehdi Maizi pour contrebalancer. Tout le monde ne peut pas aller dans le sans langue de bois. On ne va pas s'en sortir. Et là, j'ai l'impression que tout le monde va là-dedans. Ah, doucement. Doucement. On est en train de créer un truc dangereux, là. Ah, mais je suis d'accord. Et t'as vu, je vais lancer aussi
enfin, des fleurs à Grice et Max Payne, parce qu'à l'époque, ils avaient Néo Musique. Et avec Néo Musique, la Néosphère, bah, en fait, en parallèle, ils opéraient en parallèle avec Barberiche qui était dans son coin aussi. Ouais. Et moi, quand j'ai rencontré Barberiche à l'époque, en 2013, on était dans d'autres activités, tu vois. Mais moi, je ne savais pas que Barberiche était dans les émissions de rap, parce que moi, j'étais pas là-dedans, en fait. J'étais pas dans les médias. Ok. Et c'est en rentrant à Grigny que j'ai intégré Bloc Entre Radio et que j'ai créé Disons-nous les choses et que j'ai intégré Néo Musique. Ok. Et c'est là que Grice et McPen m'ont dit, Bouba, tu connais Barberiche là-bas. Du coup, ils ont dit, il est sans de bois, il est comme nous, tu vois. Et du coup, voilà, c'était histoire de retracer un peu cette genèse de ça, là, de cette espèce de chose qu'on a. Ouais, mais en réalité, on est nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je suis loin de vous, en vrai. Grigny, Villepinte, c'est loin. Mais on vient des mêmes environnements. C'est-à-dire que moi, j'ai l'attitude des mecs de chez moi, comme ça peut être des mecs de Sarcelles ou des mecs de, tu vois, du 91. C'est-à-dire que nous, on a notre état d'esprit. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les médias, ils s'étaient un peu... ils avaient un fer à lisser, tu vois. Ouais. C'est-à-dire c'était trop lisse. Non, c'est vrai. C'était trop lisse, tu vois. Et vous arrivez à une période où il fallait que ça change. Ben là, j'ai l'impression que tout le monde va dans le sans langue de bois. Donc, on va arriver à une période où il va falloir que ça change pour contrebalancer ça. Exactement. Et du coup, sur la question, le game, on l'a changé. Mais toi, par exemple, la récré, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a apporté des choses en plus? Est-ce que, en termes d'exposition, en termes de... Ouais, déjà, moi, le nombre de personnes que je croisais dans la rue qui me disaient « Oh, la récré, lourd, continuez, j'adore, je regarde tout le temps. » Moi, déjà, ça, victoire. Le truc qui me plaisait encore plus, c'est des artistes, souvent. Des jeunes artistes, qui cherchent leur carrière, voilà, et qui me disent « Continuez la récré, on apprend beaucoup de choses. » Pour nous-mêmes, pour nos carrières. Mais ça, c'est... Tu sais que quand je viens faire la récré, je pense même pas à ça. Mais quand à la fin, il y a des artistes, des jeunes artistes qui me disent ça, je me dis, on sert à quelque chose, les gars. On transmet quelque chose de bien. Ah, mais c'est vrai que moi, tout comme toi, par exemple, là, récemment, j'étais à Beat It, de l'événement Jimmy Finger, Masta et d'autres encore. Et je vois des gens qui me font des déclarations comme quoi ils apprennent, ils ont appris des choses à travers la récré. C'est fou, ça. Tu vois, avec notre ambiance là, où on rigole, voilà. Tu vois, mais au final... Voilà, c'est ça. On est dans nos moments solennels où on parle, où on pose des choses. Quelque chose. On a transmis quelque chose, tu vois. Et je me dis... Victoire. Mission accomplie. Très bien. Dans la récré, dans certains épisodes, on a dit des dingueries. Je confirme. 5 ans sans finir dans la sauce, comment as-tu fait? Non, mais moi, vous avez bien vu, moi, dans la récré, tout ça. Moi, je fais attention, je distribue la parole. Mais les dingueries, c'est jamais moi qui les dis. Voilà. Et c'est souvent moi. Et quand il y a une dinguerie qui est dite, je vais bien comprendre, c'est pas moi. Et quand vraiment je suis pas d'accord, je dis, oh, et là, je me lève, je pars. Voilà. Mais voilà. Ça, je fais très attention pour une raison. Je rappe toujours. Et que je ne peux pas venir donner mon avis sur un rappeur que j'aime pas. Enfin, quand je dis que j'aime pas, dont je n'aime pas la musique, et dire oui, j'aime pas son dernier projet parce que si, parce que ça. Alors que moi, je vais sortir un projet dans 6 mois et que si ce rappeur monte sur les réseaux sociaux et dit oui, j'aime pas son projet, je vais mal le prendre. Donc rien que pour ça, j'arrive en Suisse. J'arrive je distribue la parole, dites ce que vous avez à dire, mais moi, je reste très réservé, je dis jamais de mal de quelqu'un, avec ou sans bienveillance, je dis jamais de mal. Maintenant, par contre, quand j'apprécie quelque chose, là, ça, je vais le dire fort, ça. En tout cas, je tiens vraiment à dédicacer l'ensemble des gens de la récré avec qui on a, tu vois, que ce soit Walid, que ce soit Elsa, Mekolo, Saim, Tim, Mao, on aurait pu finir dans la sauce. Il a dit plein de dingueries. Il a dit des dingueries, moi. Tu vois. Est-ce que j'en oublie encore? Elsa, Aïcha, exactement, c'est ça. Penda, exactement, tu vois. Que vraiment, on a...
Basse. Basse, exactement. Voilà. N'oubliez Basse. Voilà, exactement. J'espère qu'on n'oublie personne que tu connais. Hein, si on oublie les gens. Non, je pense que ça va. Ouais. Okay. Mécolo, tu l'as dit? Ouais, Mécolo, j'ai dit. Ouais. J'ai dit Mécolo. Driver, ma dernière question. Driver, dans un épisode de La Récré, je te disais que pour moi, le hip-hop est une carotte. Depuis le départ. Je sais que ça t'a offusqué. J'ai dû me lever là, non? Tu te lèves, je te raconte là. Quand souvent j'étais à côté de toi, là, on s'embrouillait. Récemment, Solo a fait une sortie médiatique dans Click. Ouais. Big up à monsieur Mouloudachour. Malheureusement, il a été victime d'agressions sexuelles. Ouais, j'ai lu le livre de Solo. Manifestement, l'un des fondateurs du hip-hop, Afrika Bambaataa, est bousillé. Driver, au vu de ce malheureux fait, le hip-hop n'est-il pas bousillé dès le départ? N'est-il pas une carotte? Non, ça n'a rien dès à le voir. départ. Ça n'a rien à voir. Le gars est malade. Pour moi, sa place, il doit être enfermé. J'ai lu en venant aujourd'hui, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il n'aurait rien. Alors, je sais pas, je connais pas les termes juridiques qui font qu'il n'aura rien, mais apparemment, il est libre. Il n'aura rien. Mais la prescription? Peut-être, je sais pas. Mais par contre, le livre de Solo a déjà des répercussions aux États-Unis. Hein. Les gens parlent de son livre. Ils disent, il y a un rappeur français, voilà, qui a dit ça. Voilà. Mais quel est le rapport avec le hip-hop, avec la nation Zoulou, les bases qui ont été mises? Ce que je veux dire, c'est que des pédophiles, parce que c'est de ça qu'on parle, il y en a dans tous les milieux. Mais est-ce que s'il y a un pédophile dans le football est une carotte? Non. Mais il y a des règles pour jouer au foot, il y a une industrie qui est autour. Maintenant, le pédophile, c'est un cas à part, allez le juger lui. Mais tu vas pas remettre en question tout le hip-hop. Oui, mais là, tu parles d'un footballeur. Mais le footballeur, c'est pas lui qui a inventé le foot. Afrika Bambaataa n'a pas inventé le hip-hop. J'ai pas dit qu'il a inventé le hip-hop, mais c'est l'un des fondateurs. Enfin, en tout cas, c'est l'un Il l'a pas inventé. Il l'a pas inventé, mais c'est l'un des piliers. Il a inventé la Zoulou Nation. Voilà. Ouais. Voilà, c'est autre chose. Mais il est là dès le départ. Enfin, il était là très tôt, il n'y a pas de problème. DJ, nanana, il a commencé à faire ses trucs au micro et tout. Ouais, pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que un mec qui est précurseur, et qui a enfin, ma question, c'est que est-ce qu'il faut séparer l'homme de sa culture ou quelque part de son œuvre, parce qu'il a quand même œuvré pour le hip-hop. C'est-à-dire que il a apporté des choses dans. Bien sûr. Là, on parle pas de quelqu'un de lambda. Oui, il est important. Il est important voilà, pour les. On parle pas de quelqu'un de lambda Et tout ça. C'est-à-dire qu'il a transmis, l'être humain a transmis des valeurs à travers quelque chose, alors à aucun moment, ne serait-ce que dans les règles de la Zoulou Nation ou dans le hip-hop, il a dit aller faire des trucs bizarres à des petits. Il a fait ça en cachette dans sa vie. Donc le hip-hop n'a rien à voir avec ça. C'est lui le problème. C'est personnel. Donc ça n'a rien à voir, tu vas pas dire c'est une carotte, tout ça. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du football. Même si le mec qui a inventé le football, on apprend que c'est un criminel. Il n'a pas dit dans le football, pour marquer un but, il faut commettre un crime. On est d'accord. Donc ça n'a rien à voir. Jugez-le lui. Pas le football. Jugez-le. Jugez Afrika Bambaataa. Pas le hip-hop. Après, quand même, le hip-hop, c'est particulier quand même. C'est pas du foot. Ouais. Tu veux dire que le hip-hop, il y a toute une transmission de valeurs morales. Il n'a jamais transmis le fait d'aller toucher les petits. Oui, non, mais je veux dire, c'est que le hip-hop, c'est toute une transmission de valeurs morales. C'est pas de valeurs... voilà, lui, il prenait le fait que... Le sport aussi, hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Le sport aussi. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à faire ça? On est des humains, on dit qu'on est pêcheurs. On va pêcher. Je suis pas en train de commencer par m'attraper la chemise. Je suis pas en train de valider ce qu'Afrika Bambaataa a fait. Attention. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu es un joueur de foot, tu vas devenir un role model, comme un exemple. Je commence à partir en Van Damme, là, Jean-Claude Van Damme, ça va pas. un exemple, tu vas devenir un exemple. Mais les mecs, ils vont vriller aussi à un moment. C'est des humains. T'es un rappeur. Tu vas devenir un exemple. Les mecs vont vriller aussi à un moment. Les humains sont comme ça. Donc ce truc de vouloir idolâtrer quelqu'un en pensant qu'il est parfait, personne n'est parfait. Bon, maintenant, encore une fois, pour être clair et net, Afrika Bambaataa devrait être en prison. Mais tu veux mettre le hip-hop en prison avec lui? À aucun moment dans le hip-hop, on a dit qu'il fallait toucher les petits. Mais... Donc,
Ça n'a rien à voir. Jugez-le lui. Et je connais pas son vrai prénom et son vrai nom de famille, mais là même, j'aurais dit, même Afrika Bambaataa, là, enlève ça, ce nom-là. S'il s'appelle John Wilson, juge John Wilson pour ce qu'il a fait. Tu vois ce que je veux dire? Laisse son nom, laisse le hip-hop, ça n'a rien à voir. Je te comprends. Didi, pour tout là, tout le maras qu'il y a autour de lui, jugez-le pour ce que Sean Combs a fait. Ça n'a rien à voir avec le hip-hop. Mais Didi n'est pas un fondateur du hip-hop. Mais ça n'a rien à voir avec son histoire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un a fondé quelque chose avec de telles valeurs, moi, en fait, c'est là où je veux revenir dans ma question. Attends, River. Quand quelqu'un a fondé quelque chose avec de telles valeurs, est-ce que, comment dire, les messages qu'il peut transmettre ou ce qu'il peut, apporter dans une certaine culture, est-ce que tout ceci, après, au final, n'est pas biaisé? Tu vois ce que je veux dire? Je sais plus si c'est dans le livre de Solo ou dans une interview. Solo, il répondait à une question, je crois que c'est une interview. Il disait, est-ce que finalement, ouais, c'était chez Mouloud, est-ce que finalement ce truc de Zulu, la doctrine, la phrase, c'était peace, love, unity and having fun, genre paix, amour, unité, éclatez-vous, amusez-vous. Est-ce que finalement, c'était pas pour combattre ces démons? Il savait ce qu'il faisait de mauvais et s'est dit, je vais créer quelque chose de bien à côté pour contrebalancer parce qu'il savait qu'il avait ce démon en lui. Est-ce que c'était pas ça? Que ce soit vrai ou pas, peace, love, unity and having fun, c'est pas aller pointer les petits. Tu vois ce que je veux dire? Donc, jugez ce qu'il a fait de négatif. Laissez le hip-hop en dehors de ça. À aucun moment, il est dit dans le hip-hop qu'on doit aller faire ces trucs-là. Et maintenant, ceux qui pensent que un mec qui va diffuser des bonnes valeurs, parce que c'est ça, est irréprochable dans la vie, se trompe. Nos propres familles ne sont pas irréprochables. On est là, nos parents sont nos modèles dans les familles où ça se passe bien, mais eux-mêmes ne sont pas irréprochables. Tu crois que c'est un mec que tu connais pas d'un autre continent qui va l'être? Pour moi, ça n'a rien à voir. Il est mauvais, on va le juger pour ce qu'il a de mauvais, et le hip-hop, c'est pas mauvais. Là, vous parliez de hip-hop. Déjà, est-ce que pour toi, en 2024, il existe encore? Et toi, comment tu vois le milieu aujourd'hui? Parce que du coup, toi, tu es d'une ancienne génération. Même si tu es encore là, malgré tout, vous avez quand même légué quelque chose aux Tipeux. Et du coup, les Tipeux, est-ce qu'ils en ont fait bon usage? Bah, le hip-hop, chaque jour qui passe, il existe de moins en moins. Je te parle de l'esprit. On a connu quelque chose qui n'est plus, mais parce que le hip-hop, il y a plusieurs piliers, plusieurs disciplines, et il se trouve que le rap a pris trop d'ampleur, commercialement parlant. Il y a des gens qui font des plans de carrière sur le rap, le fait de rapper, faire des morceaux. Il y a des gens qui s'imaginent gagner leur vie, fonder des familles, monter des sociétés grâce à ça. Et ça change tout. Quand tu sais que les autres piliers du hip-hop ne sont pas à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus le hip-hop, il y a le rap français. C'est autre chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent là-dedans qui ne savent pas ce qu'est le hip-hop. Et même quand tu leur expliques, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'ont pas envie d'aller prendre une bombe et d'aller faire des graffitis. Ils n'ont pas envie de breaker, ils n'ont pas envie d'être DJ. Moi, la majorité des nouveaux rappeurs aujourd'hui, ils arrivent, ils n'ont pas de DJ pour tout. Ils ont un mec qui envoie la musique, c'est tout. Nous, on voulait un mec qui scratch à un moment. Nous, il y avait des moments où, à un moment, tu laissais ton DJ faire 5-10 minutes de scratch. Ça n'existe plus. Moi, quand j'ai commencé à rapper, tous les groupes, ils avaient des danseurs. IAM, ils avaient leurs danseurs. NTM, ils avaient leurs danseurs. Ça existe de moins en moins, tout ça. Donc, on est rentré dans autre chose. Ok, moi, je l'ai accepté, ça. Maintenant, tu me dis qu'ils en ont fait bon usage. À partir du moment où ils n'ont pas grandi avec ces règles-là, ou alors ils s'en foutent de ces règles-là, est-ce qu'on peut parler d'en avoir fait bon usage? Pour moi, bon usage, c'est je vais partir, je te donne cette épée. Continue de combattre avec cette épée. Mais si moi, je suis parti avec mon épée,
Je ne l'ai pas donné au petit. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas dire est-ce qu'il en a fait bon usage. Il n'a pas l'épée. Déjà ça. Maintenant, si moi je lui donne l'épée, je lui explique, cette épée, avec ça, on a fait ça. Maintenant, c'est à toi. Il dit, moi, je m'en fous de ça, moi. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux faire mon oseille, je veux mes groupies, je veux un truc. Il est dans le rap français, il est plus dans le hip-hop. Est-ce que je peux lui en vouloir? Moi, pour moi, ceux qui ont vécu le hip-hop savent que c'est une belle aventure et on est là, on laissera des traces pour les quelques jeunes que ça intéresse. Et sinon, on se racontera ça entre nous. Ouais, à l'époque, c'était bien, et voilà. Donc maintenant, ça a donné lieu à autre chose. Donc pour toi, il tend à disparaître? Chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe. C'est fini. Mais le fait on voit bien la séparation. Un mec qui fait de graffiti, il n'est pas obligé d'écouter du rap. Hein. Mais le fait qu'il disparaisse, est-ce que on peut pas tirer la conclusion que les aînés n'ont pas fait le taf? Parce que de base, une culture, ça se transmet. Oui et non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien sûr des aînés qui n'ont pas fait le taf, mais il y a aussi des jeunes qui n'en ont rien à foutre de cette histoire. Qui disent, nous, on vit une autre époque. Vos histoires d'aller tourner sur la tête, là, alors que nous, aujourd'hui, on achète des habits de marque italienne qui coûtent super cher. Tu crois que je vais déchirer ma chemise? Non, mais, tu vois, on rigole, mais c'est... On achetait des jogging, poteau. Tu vois ce que je veux dire? Tu pouvais tourner dessus, c'est pas grave. Aujourd'hui, les mecs, ils sont là, de Gucci, de Prada, de machin. Tu crois qu'il veut déchirer son truc qui coûte super cher? Donc, je peux comprendre, moi, ils vivent autre chose. Tu vois, là, je t'ai pris un exemple de fringues, tout ça, mais le rap, tout simplement. Aujourd'hui, t'es là, tu peux faire grave de l'oseille si tu fais des hits, tu fais assez de streams, que tu fais des showcases super bien payés. Nous, les prix des showcases, c'était pas ça du tout. Hein. Moi, j'arrive à comparer, je dis, oh, ce qui se passe aujourd'hui. Les mecs, qu'est-ce que tu vas aller leur parler des piliers du hip-hop? Ils s'en foutent. Ils sont là, ils veulent leur carrière, ils veulent faire leur argent, et vite. Moi, je viens d'une génération où les mecs faisaient cet art-là sans savoir qu'ils pouvaient gagner de l'argent. Et que quand l'argent est arrivé, il y a une séparation. Ouh là là, il y a ceux qui pensent à l'argent, des démons, et ceux qui ne pensent pas à l'argent, mais si jamais ça nous tombe dessus, c'est cool. C'est les gens bien. Donc il y a même eu une génération qui disait l'argent, c'est pas bien. Va dire ça à un petit aujourd'hui. Ouais, tu sais, l'argent, c'est pas bien. Il va dire, qu'est-ce que tu me racontes, toi? J'ai un showcase, là, on va me donner tant, et j'y vais, c'est tout. Moi, j'arrive à comprendre les jeunes. Alors, il y en a... Moi, ce que je comprends pas, c'est ceux qui manquent de respect à la culture hip-hop, à ce qu'il y avait avant eux. Ah, ces trucs d'anciens, ces trucs de vieux, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Parce que les jeunes, là, qui pensent comme ça, vous allez vieillir, vous aussi. Hein. Et il y a des petits qui vont vous rire au nez comme vous rayez au nez des anciens. Et là, ce sera bizarre. Là, c'est vous allez faire les anciens. Non. Donc, ça, non. Moi, c'est le manque de respect que j'aime pas. Ah ouais, non, mais ce truc à l'ancienne, il commence à rire, ça. Ça, j'aime pas. Mais sinon, que les jeunes ne comprennent pas ça, qu'ils ne soient pas dedans, c'est pas leur époque, en vrai. Ils vivent autre chose. Tu sais, moi, j'ai des anciens qui écoutaient d'autres trucs que nous, les petits, que je comprenais pas, moi. Et je dis des anciens, genre les grands du quartier, mais juste nos parents, frère. Quand nous, on arrive avec notre rap, nos parents nous regardent. Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, les parents, c'est la génération rap. Donc leurs enfants, ils écoutent du rap, les parents, ils comprennent. C'est juste pas le même rap, mais ils appellent toujours ça rap, donc ils se comprennent un peu plus que ma génération à moi, avec nos parents. C'est quoi votre truc là? Mais est-ce que le hip-hop, on sait qu'il survit à travers le graphe, les graffeurs aujourd'hui, les danseurs, tu vois, même les DJ, tu vois. Mais est-ce qu'il survit pas aussi à travers toi? Parce que ouais, toi, tu veux cette histoire de légende. Attends, driver, calme-toi. Responsabilité. T'as vu, moi, comme Barbeux, comme nous tous, hein, à des moments donnés, je vais sur YouTube et je tombe sur je sais pas combien de mecs qui font comme Roulek Driver, comme featuring. Ils racontent l'histoire des rappeurs de l'époque. Mais parce que Booba, tu sais, tout à l'heure, il a dit que la récré a ramené un truc. Mais il y a tes clones aussi. Ouais, regarde, je cite juste un blaze. Alvin de rap.
Je suis tombé sur lui. Le petit, il a 19-20 ans. Il te raconte l'histoire du Bootcamp Click. Il te raconte l'histoire de Mobb Deep sous son prisme. Tu sais, ouais, t'as vu, j'ai écouté... Ça se voit qu'il a écouté ça il y a très peu de temps. Ouais, il n'y a pas longtemps. Et en fait, il est comme toi, face caméra, et il raconte l'histoire. Et j'en connais, et je t'en sors plein des mecs qui sont là, je vois, face caméra comme toi. Est-ce que le hip-hop ne survit pas à travers les médias et à travers toi, ce que tu as transmis? Est-ce que surtout, ce bordel-là, que tu décrivais il y a quelques minutes, mais c'est pas de ta faute. C'est vulgaire de loin. Déjà, moi, je suis content. Si je donne... je crée des vocations et tout ça, je suis content. C'est cool. Maintenant, moi, ce qui me dérange un peu, c'est j'aimerais que les gens qui ont vécu les années 2010, les jeunes qui ont vécu les années 2010, qui nous racontent avec leur prisme. Plutôt que d'avoir 19 ans et me raconter Mobb Deep et de pas avoir vécu le truc quand ça sortait, senti l'impact. C'est cool, hein, qu'un jeune de 19 ans écoute Mobb Deep, je suis content, moi. Mais venir raconter, si t'as pas senti l'impact, il va te manquer un truc. Moi, j'ai besoin que tu me racontes 2010. Maintenant, ça se trouve, ces mecs-là, peut-être ils aiment pas le rap de 2010. Hein. Ils sont jeunes, mais peut-être qu'ils aiment le rap old school et tout, machin. J'en connais de plus en plus, hein, des mecs comme ça. Ouais. Et je suis OK avec ça. Mais moi, personnellement, tu vois, là, au moment où on fait cette interview, le dernier Roulé Driver que j'ai sorti, c'est sur Metro Boomin, qui est un beatmaker, qui fait de la trap musique et tout ça, machin. Moi, je suis pas calé sur Metro Boomin comme je peux être calé sur DJ Premier ou Dr. Dre. OK? Moi, j'ai invité une meuf qui s'appelle Mérine, qui se met du Metro Boomin à fond, qui est fan, qui connaît. Je lui dis, vas-y, viens. Moi, je suis là, je lui pose des questions. Je connais un peu, mais elle connaît beaucoup. C'est toi qui vas raconter aujourd'hui. Et moi, j'ai besoin de ça, par exemple, sur le rap français. Raconte-moi 2010. On est en 2024, ça y est, il y a du recul. Raconte-moi 2010, 2011, 2012, nanana. Je serai le premier client, moi. Parce que moi, je l'ai vécu avec mon truc d'ancien, les années 2010. Et moi, je veux savoir, les mecs là que je voyais aller dans les concerts, qui sautaient, qui connaissaient toutes les paroles. Racontez-moi ça. J'ai besoin de savoir. Là, c'est personnel, c'est pour moi. Et pour répondre à ta question, c'est pas à cause de moi, c'est peut-être grâce à moi. Voilà. Parce que c'est cool qu'il y ait de la transmission. Même si c'est un mec de 19 ans qui raconte des trucs de l'époque, c'est de la transmission quand même. Peut-être que lui, de son allure jeune, il va donner à un mec plus jeune, envie à un mec jeune, qui va se dire, ah, il est comme moi, lui, d'écouter. Ah, Mobb Deep, c'est quoi ça? Boum. Peut-être que s'il me voit moi, il dit, oh, l'ancien, vas-y. Peut-être. Donc, c'est cool aussi. En tout cas, big up à monsieur Alvin de Rap. Parce que je dis, moi-même, je regarde. Hein. C'est dingue d'avoir 19 ans et d'être dans Mobb Deep ou le Bootcamp Click. Il fait Wesson, il te raconte l'histoire. Bravo. En vrai, c'est cool, c'est cool. Ah ouais. Tu vois, donc, mais c'est une demande en même temps, là, et pas spécialement à lui. Lui, ça se trouve, son truc, c'est la old school. Cool. Je veux un jeune qui me raconte les années 2010, moi. Rap français. Et même Quinry, en vrai. Mais racontez-moi ça. Booba. Je voudrais juste dire un dernier truc. Vas-y. Big up à Solo. Parce que tu as vu dans son entretien avec Mouloud dans Click. Carrément, il a une telle force mentale qui dit que son agresseur est peut-être, enfin voilà, est sûrement victime lui aussi de ses démons, tu vois. Enfin, je lui dis avec mes mots, tu vois. Et j'ai trouvé sa force mentale. En plus, aujourd'hui, lui, il est double champion de grappling, de jiu-jitsu brésilien. Le mec, il a 58 ans, il s'est refait. J'invite tout le monde à lire son livre. Vraiment. Le livre de Solo, il est incroyable. Il s'est livré comme personne. Et c'est une légende. Solo, pour moi, c'est une légende. Une légende, hein. Ah ouais. Comme toi. Moi, je peux le dire pour les autres. Moi, pour moi. En tout cas, moi, je dirais, de toute façon, c'est comme ça que je vais finir, qu'on a reçu le légendaire Driver. Mais si tu veux pas qu'on te donne tes fleurs, en tout cas, j'espère que tu vas accepter quand même le fait que tu as changé cette industrie et changé ce game. C'est gentil. Et moi, je suis pas contre les fleurs. Hein. C'est juste le mot légende que je trouve trop haut, trop fort.
Mais merci. En tout cas, moi, c'est, tu vois, des fois, en DM, tu sais, sur WhatsApp, je t'envoie, je dis, regarde, Driver, ça, c'est encore toi. Ça, c'est toi, tout ce bordel, c'est toi. Et je le dis avec dérision quand je t'envoie des messages, mais je le pense vraiment. Parce que tout à l'heure, Booba disait qu'il y avait un avant et un après la récré. Bah, moi, je pense que Driver laisse une place, une trace indélébile dans le milieu, vraiment. Tu vois, tu as eu ton moment de rappeur, mais j'ai l'impression que ce moment de... parce que tu sais, on parle de remontada pour certains artistes, là. Mais toi, j'ai l'impression que tu sais, ta remontada, elle est folle. Parce que tu sais, dans différentes interviews, tu racontes quand même ta traversée du désert, tu sais, t'as eu ton succès et tout, t'as eu une traversée du désert. Un moment dur. Et je trouve que là, t'es sur une autoroute, tu vois, et en plus de ça, t'es sur une autoroute, mais tu prends le temps quand même de laisser à chaque aire de repos des traces, tu vois. C'est beau. Donc c'est vraiment lourd, et merci pour ça, parce que perso, si t'avais pas été là, je pense que là, en 2024, je serais pas assis devant toi, vraiment. J'aurais arrêté, parce que je voulais arrêter. Donc, grosse force à toi. Merci à toi, Driver. Merci. Et comme je le disais à chaque fin de récré, tu es une légende. C'était le berger et le vieux père avec le légendaire Driver. À la prochaine. Ciao.